Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du camp de base. Aujourd'hui, direction les Bauges, le massif qui a vu grandir Tiffaine Duperrier. Guide, pisteur secouriste et virtuose des pentes raides, elle me parle de son approche de la montagne. Tu as peut-être entendu parler d'elle cet été lors de son ascension et de la redescente du Gacharbrumm 2. L'occasion d'interviewer en fin d'épisode son compagnon de cordée de toujours, Boris Langenstein. Bonne écoute! Bonjour Tiffaine Duperrier et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre dans le camp de base. Très bien, merci. Tu es la première invitée de l'émission. Alors la première question qui va devenir un peu la question rituelle. Il ressemble à quoi ton camp de base ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et surtout, il est dans quel massif ? Alors là, je peux pas répondre la Tarentaise. Je vais répondre le massif des Bauges, bien sûr, parce que c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai un attachement très profond aux montagnes et aux gens qui y sont. Une grande partie de ma famille y est encore. Et c'est des montagnes et des lieux qui me sont très familiers, dont je me sens vraiment très proche. Qu'est-ce qu'il y a dans ton camp de base ? Il est composé de quoi ? Du coup, il est composé quand même de montagnes, de beaucoup de forêts, mais il n'y a pas de glaciers, effectivement, parce que c'est pas un milieu forcément très, très accueillant. J'aime bien quand les formes sont un peu moins austères que celles de la haute montagne. C'est plus reposant pour moi. Et au niveau nourriture, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Ah ouais, ok, on va jusque-là. Alors, ouais, en termes de nourriture, allez, je me dirige vers du gratin dauphinois avec un rôti, de la salade, un bon petit dessert. Nourrissant, mais en même temps gourmand, quoi. Ouais, c'est ça. T'es née dans le massif des Bauges. Elle ressemble à quoi ton enfance dans le massif des Bauges ? Mon enfance, elle a surtout été rythmée par les saisons, parce que la majorité de ma famille est agriculteur, et surtout on allait en alpage l'été. Donc j'ai été en alpage à peu près jusqu'à mes 16 ans. On va dire que j'ai passé 3 mois en alpage avec un troupeau de chèvres. Voilà, donc c'était ça, mon enfance. Les sons de ton enfance ? Ah bah les sons de mon enfance, c'est les cloches, c'est le bruit du troupeau, c'est la cave à fromage, beaucoup. Après, moi, ce serait plus, je pourrais plus l'exprimer en odeur qu'en son. Mais en son, c'est vraiment ça, c'est vraiment le bruit des cloches et du troupeau, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me reste vraiment en tête. Et c'est quoi ton premier souvenir de montagne alors ? De haute montagne ou de montagne tout court ? Alors j'imagine que ton premier souvenir de montagne, du coup, c'est les alpages. Ouais, et ton voilà. premier souvenir de haute montagne ? Mon premier souvenir de haute montagne, c'était... J'en ai 2 très précis, qui sont en Tarentaise d'ailleurs. Un en Maurienne, un en Tarentaise. Le tout premier, ça va être l'étendard. Et c'était mon premier glacier. Bien sûr, chute dans un... c'était pas une crevasse, mais c'était la neige qui vient contre les rochers et où il y a en fait une cavité qu'on ne voit pas. Et je me souviens que l'adulte qui était avec nous m'avait dit... ouais, faut pas trop s'approcher. Et boum, je me suis approchée, je suis tombée. Et c'était dans quel cadre ? C'était le père d'une amie très proche qui nous a fait faire plein de choses étant jeune. À l'heure actuelle, t'es pisteur secouriste, t'as été aussi ouvrière forestière, t'es guide de haute montagne, t'as encore une vie rythmée par les saisons. Pour en arriver là, c'est quoi ton parcours ? Déjà, au moins une obligation de par la famille d'aller jusqu'au bac, parce que j'avais pas un avenir scolaire très très prometteur. Et j'ai entendu parler du centre de formation au métier de la montagne à Thônes, qui oriente directement vers la biqualification, en fait. Après la 3e, je me suis orientée BEP, bac, et avec, au cours de mes études, t'as l'occasion de faire et du ski en hiver et de l'escalade ou randonnée l'été.
Un parcours scolaire classique, mais rythmé quand même par une pratique sportive. Ouais, qui était totalement tourné vers une pratique de la montagne en toute saison. Le centre de formation au métier de la montagne me préparait exactement à ça, à pouvoir permettre aux jeunes de travailler en montagne toute l'année. Et quand est-ce que tu prends conscience que ta vie, elle va être tournée vers la montagne et que tu as envie de passer ton diplôme de guide ? Alors, le diplôme de guide, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours fait un petit peu rêver, parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer les premiers glaciers, les premières sorties en haute montagne assez jeune, on va dire. Et en fait, quand j'ai intégré le groupe Excellence d'alpinisme national, donc le géant à la FFCAM, c'est là où j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit mais en fait c'est possible, maintenant il faut arrêter de rêver, il faut juste y aller quoi. Voilà. C'est quand même hyper intense de pouvoir rentrer justement à l'école des guides. Ouais, il faut juste y aller, c'est-à-dire que il faut arrêter de... Peut-être, moi je le mettais vraiment sur un piédestal, le métier de guide, il faut vraiment le considérer et avoir beaucoup de respect pour ce diplôme, mais c'était quelque chose où j'estimais pas avoir le niveau, et en fait c'est difficile de se situer où on en est dans sa pratique, savoir si on est prêt ou pas. Il n'y a pas de compétition avec des chronomètres. On sait qu'on arrive à effectuer certaines courses, mais on ne sait pas si effectivement on est prêt. Et ça passe par l'approbation de certaines personnes. Donc, quand on a ce feu vert-là, on se dit, là, ok, je vais sur le site de l'ENSA, je télécharge la liste de courses du probatoire, je regarde ce que j'ai et ce qui me manque, et là, on essaye d'entamer un processus pour y arriver. C'est quoi, parmi cette liste de courses, la course où tu t'es dit, waouh, ok, c'est bon, j'ai adoré cette course, je sais que je veux continuer et j'ai le niveau, quoi? C'est un peu difficile à dire parce que au moment où j'ai décidé de vraiment enclencher pour aller passer le guide, j'ai pas respecté la liste de courses à la lettre. J'ai fait ça, j'ai étalé ça sur plusieurs années, et puis un jour j'ai fait un peu le décompte de ce que j'avais. Mais une course qui m'a beaucoup marqué, on va dire, c'est le pilier central du Fresnay, le versant sud du Mont Blanc. Ça, c'est une course qui m'a vraiment, en tant qu'alpiniste, qui a résonné, on va dire, en moi. Pour quelle raison ? Parce que ça s'est pas hyper bien terminé. On a été pris dans un orage au sommet du Mont Blanc, dans une tempête. Donc, il a fallu un petit peu... il a fallu passer une nuit au sommet du Mont Blanc avec mes deux collègues, Boris Langenstein et Vincent Oliva. Ok, donc là, première grosse frayeur en montagne finalement ? C'est pas une frayeur, mais premier sentiment d'engagement. Pour toi, du coup, l'engagement en montagne, c'est quoi ? L'engagement en montagne, c'est aussi simple que ça l'est dans le texte. C'est quand on peut plus faire demi-tour. Là, on parle d'engagement. Voilà. Donc, en général, à ce moment-là, quand il faut prendre la décision de continuer ou de faire demi-tour, il faut se poser les bonnes questions. Il faut être lucide sur ses capacités, sur les conditions du moment, sur la météo, sur plein de choses. Pour ma part, personnellement, c'est pour moi le plus intéressant dans le milieu de la montagne. C'est la stratégie qu'il faut mettre en place pour arriver à faire de l'engagement une réussite. Et là, tu es marraine des rencontres Ciné-Montagne en 2021. Est-ce que tu penses que le fait que les sportifs maintenant soient filmés, ça peut potentiellement leur donner ou pas envie de continuer, même s'ils devraient s'arrêter pour la performance justement et parce qu'ils sont filmés à cet instant T ? C'est une très très grande question, parce qu'en fait la performance en montagne dans le milieu de la outdoor dépend de beaucoup de facteurs, et finalement on se rend compte que le facteur humain est très très important. Et lorsqu'on est filmé, j'imagine, j'ai pas vécu cette situation très souvent,
Enfin, j'ai quasiment jamais été confrontée, mais j'imagine qu'il y a une part d'ego qui est assez importante. Il faut arriver à mettre tout ça dans la balance pour pas tomber dans certains pièges. Voilà, c'est ma vision des choses, mais en même temps, les gens qui sont sujets à ce genre de situation sont aussi bien préparés et en général sont des athlètes de haut niveau qui sont capables de mettre un stop à certaines situations. Pour continuer sur les rencontres ciné-montagne, comment est-ce que le processus s'est enclenché? Comment est-ce qu'ils t'ont demandé de devenir marraine? Pourquoi t'as accepté? Alors, c'était à la fin de notre expédition au Pakistan que j'ai eu le mail de Timothée Courtois, donc, qui organise les rencontres ciné-montagne. Donc j'étais un petit peu surprise déjà, et puis très flattée, parce que c'est quand même touchant, c'est une sorte de reconnaissance d'un milieu, en fait, du milieu montagne, même si ça signifie pas tout le milieu montagne, mais quand même, j'ai accepté parce que ça m'a touchée, j'ai trouvé ça très sympa. J'étais pas le premier choix, quand même, je tiens à le préciser, mais j'étais malgré tout, j'étais vraiment contente quand même. Spécialiste de la pente raide, qui est une discipline en fait qui conjugue alpinisme et ski en couloir. C'est quoi les spécificités de ce sport? Je dirais qu'il faut être autant à l'aise à la montée qu'à la descente, parce qu'en général on essaye de repérer la descente par l'itinéraire de montée. Voilà, il faut être un alpiniste et un skieur. Et qu'est-ce que ça conditionne dans la préparation physique? Ça conditionne d'être capable de marcher longtemps, de savoir faire un petit peu d'escalade quand même, d'être un petit peu technique, à l'aise avec des piolets et des crampons. L'année 2021, elle a été hyper intense pour toi. T'as skié les pentes de l'Hindu Kush. Alors c'est un massif qui est aux frontières avec l'Afghanistan. Quelque temps après, pas très loin, t'as dévalé les pentes du G2. Gasherbrum 2. Tu le dis vachement mieux que moi. Dont le poids culminant est à plus de 8000 mètres dans le massif du Karakoram. Tu pars pas toute seule, tu pars avec 3 copains. Ouais, je pars avec 3 copains. Alors surtout, pas dire que les autres sont moins mes copains qu'une personne en particulier, mais donc avec mon compagnon de cordée qui est Boris Langenstein. Avec qui tu as déjà été bloqué en montagne en fait. Donc avec forcément... qui j'ai déjà été bloqué en montagne, avec qui j'ai déjà fait beaucoup de choses en fait. Toutes mes expéditions, je les ai fait avec lui et c'est vraiment... c'est mon partenaire de cordée. Vous partez tous les 4, comment est-ce que ce départ il s'organise ? Maintenant c'est assez facile, on va dire, avec les groupes WhatsApp. Mais non, ça se avec Boris, on a vraiment l'habitude de quoi prendre, même si on se pose encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est judicieux ou pas d'amener, surtout en termes de nourriture, on va dire. C'est parce que on part avec toutes nos vivres de course, en fait, depuis la France. Parce que là-bas, sur place, il y a... tout ne te fait pas envie. Voilà, à manger. Oui, puis au moins tu sais ce qu'il te faut comme énergie. Voilà, c'est un truc que tu as déjà testé. T'es un petit peu calé, tu sais que le sneakers, t'aimes vraiment bien ça, donc t'en prends une petite quantité. Voilà. Et ce genre de choses. Et donc ça s'organise un petit peu comme ça, un petit peu chacun de son côté, mais on échange quand même beaucoup sur ouais, tu prends combien de polaires et toi, voilà, des trucs très basiques finalement. Ok, et alors du coup quand tu arrives là-bas, les paysages, c'est quoi qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui te frappe, quoi? C'est pas la première fois que tu y vas? Alors, c'est le Pakistan, c'est un peu particulier parce que tu débarques à Islamabad. Alors, si on prend un peu le cheminement voiture, c'est Islamabad, il fait 45 degrés. C'est la porte de la montagne, on va dire, parce que c'est quand même très au nord du Pakistan. C'est pas du tout comme la ville de Karachi qui est plein désert, qui est l'ancienne capitale du Pakistan. Et donc en fait c'est très vert
Finalement, c'est un peu bizarre parce que tu te dis, t'arrives, c'est hyper vert, c'est presque un peu la jungle, et puis après tu t'enfonces tu commences à rouler dans les montagnes, dans des vallées immenses, très profondes, avec des rivières. Enfin, les rivières, c'est une puissance hallucinante, c'est des trucs de fou. Tu remontes l'Indus, t'as l'impression que c'est, je sais pas, c'est le Rhône fois 5, 6 qui est engorgé, et c'est vraiment impressionnant. Et après, au fur et à mesure que tu remontes cette rivière, tu débouches sur tout le massif du Karakoram, et là c'est une densité de montagne comme j'en ai jamais vu. Ok, donc c'est très très dense, il y a du blanc partout après avoir passé la jungle. Ouais, la jungle, après avoir passé une zone très très chaude et très verte, t'arrives sur un endroit où c'est même pas que du blanc, c'est le fait d'avoir, c'est vraiment des pics, des montagnes et des très esthétiques partout en fait. Ok. Partout. Qui dit alpinisme, dit, et même sport extrême en général, on dit sécurité. Qu'est-ce que t'attends de tes coéquipiers avec qui tu pars entre 6 et 8 mètres d'altitude quand tu pars là-bas? J'attends... Dure question. Est-ce que t'attends un truc, tu vois Il faut qu'il y ait un vrai respect mutuel, je pense, dans la cordée, sur les décisions de chacun, sur l'état de fatigue de chacun, parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas tous en forme au même moment. Ça peut arriver des petits coups de moins bien, une petite maladie. Ouais, t'as mangé un truc. T'as mangé un truc qui n'est pas bien passé, voilà, donc bon, je passe les détails, mais ça peut arriver. Et j'attends un peu de respect sur comment je vois le truc, quelle décision j'ai envie de prendre à ce moment-là. Il faut qu'on puisse en discuter tous ensemble. Vous allez dans un premier massif. Là, vous faites deux couloirs, 2 pentes raides. Et après, vous partez dans le Karakoram. Pourquoi vous partez dans le Karakoram juste après? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que ça vous faisait juste de l'œil à côté, ou vous vous dites faut quand même qu'on y aille, on est là quoi? Non, c'était prévu parce que avec Boris, on aime bien articuler nos voyages comme ça. Parce que avant de faire un 8000, il faut forcément faire une acclimatation. Donc il faut passer du temps en altitude, des altitudes raisonnables. Il ne faut pas se vider non plus. Il faut monter au moins jusqu'à 6-7 000 pour pouvoir habituer ton corps au manque d'oxygène. Et on aime bien le faire dans un massif où il y a peu de monde, qui n'est pas trop exploré, où on peut potentiellement faire des premières descentes, découvrir des nouveaux sommets. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire l'émotion que tu ressens quand tu es au sommet du G2? Alors, t'as grimpé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te dis ça y est, c'est là? Moi personnellement, au sommet du G2, j'ai rien ressenti du tout. Je m'attendais, c'était mon premier 8000, c'est la première fois que j'allais à 8000 mètres. J'avais échoué au Nanga Parbat en 2019, donc j'avais une grosse attente par rapport à ce sommet-là. Et en fait, j'arrive au sommet et je suis vraiment fatigué, je suis quand même fatigué. Je suis hyper contente d'être là avec mon pote Boris. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas un flot d'émotions monstrueux. Et finalement, c'est qu'après toute la descente, quand on arrive au camp de base, que là, là c'est bon. J'avais en gros fait le job. J'étais arrivé en bas et c'est quand on a retrouvé notre cuisinier, Moussa, sur le glacier, que j'ai été touché, quoi. Un petit peu pleuré même. Tu peux peut-être nous expliquer la spécificité de ce couloir, quoi. Ça n'a pas été fait souvent? Ouais, donc c'est une première descente. Première descente à ski, ça n'avait jamais été fait avant. Ça avait été gravi par des Français en 75, avant nous. Donc on sait pas exactement si on était les 3e ou les 4e à faire cet éperon, mais en tout cas on n'était pas nombreux. J'ai pas beaucoup je pourrais pas te dire, j'ai pas de sentiment particulier par rapport au fait que je sois la première à l'avoir skié ou pas, quoi. C'est plus on va dire que c'est plus comme un dépassement. Enfin, je me suis quand même un petit peu donné pour arriver au sommet, pour faire la descente. La descente n'était pas facile non plus.
Et c'est plus un sentiment de ouah, c'est fini. Voilà. Je vais pouvoir aller manger des sneakers tranquille. Voilà, c'est ça. Parce que c'est très paradoxal, la montagne. C'est vachement bien quand c'est fini. Ouais. Et qu'est-ce qui est décisif dans cette aventure ? La dernière fois, tu disais que tu avais échoué à ton dernier 8000 que tu avais tenté. Qu'est-ce qui a été décisif au G2 à ce moment-là ? Moi, j'ai un gros problème d'oreille. Je sais pas, au Nanga Parbat, j'ai eu une otite barotraumatique. Je sais pas exactement si ça vient de là, mais en tout cas, l'altitude n'arrange pas vraiment le problème. Et donc, j'ai été contrainte d'arrêter à cause d'un souci d'équilibre dû à un problème d'oreille. Et au G2, en fait, je connaissais déjà le problème et j'ai un petit peu forcé et je savais que ça allait aller. Voilà. Comme tu dis, la montagne, c'est bien quand c'est fini. Qu'est-ce qui fait que finalement on y retourne ? On y retourne parce que l'aventure, elle est incroyable, quoi. Aussi bien de par les paysages que de par le partage, les souvenirs que ça fait. Même le ski, c'est quand même incroyable d'être sur ces grosses montagnes avec des skis. C'est des trucs un peu uniques et t'as envie de le vivre à nouveau parce que c'est particulier. Vous n'êtes pas beaucoup à le vivre, en plus c'est un petit milieu. Hein. Ouais, on n'est pas nombreux, non. L'année dernière, avec la fermeture des frontières et des stations, beaucoup de sportifs, ils ont redécouvert des spots à côté de la maison. C'est quoi pour toi le plus beau spot de pentraide en France ? Choisir, c'est renoncer, Tiffaine, on le sait tous. Ouais, le plus beau spot, mais il y en a pas qu'un, il y en a plein. Tous les massifs ont leur petite pente bien à elles, et c'est à chacun de la découvrir, quoi. Moi, il y a des endroits que j'adore derrière chez moi, il y a des endroits que j'adore à Chamonix, il y a des endroits que j'adore dans les Écrins. Donc que j'adore dans les Bauges, que j'adore je sais pas, moi j'imagine qu'en Beldon il y a des trucs super aussi, donc non les Alpes c'est un super terrain de jeu. Et ta toute première pentraide alors, c'était quoi ? C'était quand ? C'était où ? Déjà, il faudrait savoir ce que c'est que de la pentraide. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un terme de cotation Je crois je saurais pas, faudrait demander à des gens. Moi, je connais rien en cotation de ski de pentraide. Je sais pas on parle beaucoup de 5 points quelque chose, 5.4, 5.5. En termes de degrés aussi. Voilà, en termes de degrés. Moi, je dirais quand même que la pentraide, c'est plus du ski où il faut pas tomber. Je dirais, à la limite, c'est plus ça qui m'a marqué que ce qu'on appelle le ski de pentraide. Et je pense que la première descente qui m'a marqué et où je me suis dit, ouais, là, faut vraiment pas que tu tombes, c'est au Leila Peak en 2018. Les premiers virages ont été... je me suis quand même bien concentrée, quoi. Voilà. C'est des virages de conversion, en plus, c'est des petits sauts. Ouais, en fait, c'est c'est un petit virage sauté sur place. En fait, il faut pas que ça bouge. Il faut que quand tu atterris sur tes skis, faut pas que ça bronche, quoi. Pour cet hiver, c'est quoi les objectifs, s'il peut y en avoir c'est quoi le programme qu'est-ce que tu vas faire ? Le programme, déjà, c'est de reprendre le boulot de pisteur, secouriste à Val d'Isère. Donc ça, j'espère que ça va se passer comme prévu, comme avant, presque. Normalement, c'est bon. Donc voilà, j'ai hâte que ça recommence. Et puis on verra au fur et à mesure. Je suis pas quelqu'un de très... Je programme pas grand-chose. Le plan, c'est qu'il y en a pas, quoi. Voilà, exactement. Très bien. On verra bien. Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors dans ces prochains camps de base pour le futur ? Pour le futur, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Plus de sneakers. Toujours plus de sneakers. Un peu de coca. Pour reprendre la forme. Pour reprendre, voilà. Comme tout le monde, hein, pour l'hiver, on veut tous un petit peu de neige. Et puis normalement, ça devrait aller. Des potes phoques neuves et en avant. Et en avant.
Trop bien. Merci infiniment, Tiffaine, de m'avoir accordé du temps en fait pour cette interview. C'est hyper précieux pour moi et pour les auditeurs et auditrices. Merci. Alors après avoir entendu parler Tiffaine de ses aventures, je me suis demandé ce qui faisait d'elle une si chouette compagne de cordée. J'ai pris mon téléphone pour appeler Boris, alors à Helsinki, en Finlande. Je m'appelle Boris Langenstein, j'habite à Tignes et je suis guide de haute montagne. Tiffaine, on s'est rencontrés, on était dans la même école à Thônes, en Haute-Savoie, au lycée. Elle était un peu plus jeune et à Thônes, on ne s'est pas trop parlé, mais on s'est retrouvés en fait à Val d'Isère. Elle était pisteur et moi j'étais moniteur de ski. Et on s'est retrouvés là-bas et on s'est reconnus. Moi, c'est important que ce soit quelqu'un qui compte pour moi et c'est clairement le cas avec Tiffaine. Et après, pour que ça marche en montagne, il faut il faut une façon de voir la montagne, un peu la même approche de la montagne, un peu la même lecture de la montagne, même si on peut avoir des avis différents. Il faut qu'on se retrouve dans la façon dont on va aborder la montagne. Et quoi d'autre ? C'est déjà pas mal. Et après, il y a la notion de risque, qui est quand même un truc important en montagne. Et c'est bien d'être à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui est prêt à tout le temps, prendre tout le temps des risques, et toi, tu es moins prêt à mettre toute ta vie à chaque fois en jeu, ça va pas marcher comme cordée. Donc c'est bien d'avoir les mêmes envies et la même façon de voir le danger et les risques. Et c'est comme ça que ça fait une belle cordée. Moi, j'espère faire des expéditions tout le reste de ma vie, au moins une par an avec Tiffaine. Je lui vois pas de fin en tous les cas. On a plein d'expés ensemble, enfin on a des projets, on y en a déjà parlé, ça va se faire. Après on a qui sont plus ou moins faisables, qui prennent plus ou moins de temps, mais je suis sûr qu'on arrivera tous à les réaliser un jour. T'as un petit mot pour elle avant qu'on se quitte ? Que j'ai hâte de repartir avec elle. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Bon montage alors. Ouais, merci, salut. Le camp de base épisode 1 avec Tiffaine Duperrier, c'est terminé. Dans le prochain épisode, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, je te propose une émission spéciale avec celles qui ont fait de la montagne leur terrain de recherche. Bonne journée, bonne soirée et à très vite dans le camp de base. Et pour découvrir lequel est fait pour toi, rendez-vous sur campdebase-podcast.com.